au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Une meilleure collaboration entre les forces de l'ordre, les journalistes et les membres de la société civile. C'est l'objectif de la rencontre organisée ce jour à Kara, après celle de la région maritime. À découvrir dans cette édition. Et puis, les journalistes et les membres de la société civile, justement, serviront de relais à la sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Ils étaient mis au parfum ce jour à Lomé. Nous découvrirons également cette rencontre dans ce journal. Voilà pour les titres. D'abord, le Conseil des ministres est réuni ce jeudi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Octave Nikwe Broum. Merci madame. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 22 novembre 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 22 novembre 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, 3 décrets et abordé des divers. Au titre du projet de loi, le projet de loi adopté par le Conseil est relatif à l'exercice de la profession d'urbaniste au Togo. Il a pour objet de garantir un cadre légal d'exercice de la profession d'urbaniste et d'instituer un ordre national des urbanistes du Togo. En effet, l'un des secteurs de métier intervenant dans l'aménagement urbain et le développement spatial harmonieux des agglomérations est le métier d'urbaniste. Au Togo, les urbanistes exercent la profession sans une réglementation ordinale, contrairement aux géomètres et architectes. Depuis mai 1991, ils sont organisés en une association dénommée Association togolaise des urbanistes libéraux, mais qui ne peut disposer des attributs d'un groupement professionnel. Cependant, l'évolution du droit communautaire et la maîtrise de l'urbanisation et de l'assainissement du cadre de vie nécessitent la réglementation de la profession et la prescription d'un code de déontologie. L'élaboration du projet de loi relatif à l'exercice de la profession d'urbaniste permet donc d'organiser la profession en conférant un statut légal au métier et en harmonisant les pratiques. Au titre des décrets. Le premier décret adopté par le Conseil porte adoption des seuils de passation, de publication, de contrôle et d'approbation des marchés publics et des procédures de sollicitation des prix. Ce projet de décret définit les nouveaux seuils de passation, de publication, de contrôle a priori et d'approbation des marchés publics. En deçà des seuils de passation prévus pour les marchés publics, le texte fixe des seuils distincts aux procédures de sollicitation de prix
qui inclut les demandes de renseignement de prix et les demandes de cotation. Il détermine en outre les autorités d'approbation des marchés publics en fonction des 3 catégories d'autorités existantes, à savoir les administrations centrales, les collectivités locales et les sociétés d'État. Il prévoit enfin des règles spécifiques aux procédures de sollicitation de prix qui régissent les phases d'élaboration des dossiers, de publication ou de consultation et d'attribution des commandes ou contrats. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte réintégration dans la nationalité togolaise. En effet, Madame Alao Oluwafumilayo Adeoumi Arike, docteur vétérinaire en service à la direction de l'élevage et de la pêche, nigérienne d'origine, a acquis la nationalité togolaise en contractant mariage avec un Togolais. Du fait du divorce prononcé entre les 2 époux, Madame Alayo Arike a perdu sa nationalité togolaise conformément aux dispositions de l'article 23, alinéa 3 du Code de la nationalité togolaise. Les articles 15 et suivants du dit Code permettent cependant sa réintégration dans la nationalité togolaise si elle apporte la preuve qu'elle a eu la qualité de togolaise et qu'elle a sa résidence habituelle au Togo au moment de sa réintégration. Madame Alao, remplissant ces 2 conditions, peut à bon droit prétendre à sa réintégration dans la nationalité togolaise. Le 3e décret adopté par le Conseil porte financement public de la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre 2018. Les dispositions de l'article 10 de la loi numéro 2013-013 du 7 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales précise que le montant de la contribution de l'État au financement des campagnes électorales est fixé par décret en Conseil des ministres et s'agissant des élections législatives, les conditions pour bénéficier de la contribution de l'État sont également fixées par décret en Conseil des ministres. Ainsi, le décret fixe-t-il la contribution de l'État pour les élections législatives du 20 décembre 2018 à 200 millions de francs CFA répartis comme suit. 65% du montant sont répartis à égalité entre toutes les listes de candidats. 35% du montant sont répartis proportionnellement au suffrage obtenu entre les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Au titre des divers, le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a porté à la connaissance du Conseil des ministres l'ouverture le vendredi 23 novembre 2018 à 15 h de la foire internationale de Lomé. À cet effet, le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à se rendre au Centre togolais des expositions et foires de Lomé, CETEF, et témoigner de l'importance que le gouvernement attache à la réussite de cet événement. Fait à Lomé le 22 novembre 2018, le Conseil des ministres.
Commandants régionaux et préfectoraux de la Fossé, représentants des organisations de la société civile et professionnels des médias de la partie septentrionale du pays sont en formation à Kara. Ils vont échanger pour améliorer les rapports existants entre eux en vue de contribuer à la bonne tenue des élections du 20 décembre prochain. Le compte rendu depuis Kara de Nestor Mouzou. A créé un cadre de concertation entre journalistes et forces de sécurité. Ce cadre a été élargi en 2017 aux OSC, organisations de la société civile. L'idée qui sous-tend cette initiative est de permettre à chaque acteur de mener ses activités dans des conditions satisfaisantes. Les rencontres qui se sont tenues dans cette optique ont permis d'améliorer les rapports entre ces trois groupes socio-professionnels. C'est dans le souci de réaliser d'autres avancées que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a organisé cette rencontre à Kara, rencontre qui réunit les commandants de la Force Sécurité Élection 2018, les représentants des organisations de la société civile et les professionnels des médias des régions centrales, Kara et Savane. Cette rencontre intervient après celle de Moitien pour les acteurs des régions Plateau et Maritimes. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, la présente rencontre nous permettra donc d'échanger dans le sens d'améliorer nos différents rapports professionnels. De façon générale, cet atelier vise à contribuer à la coproduction de la sécurité en période électorale par les acteurs clés que sont les forces de sécurité, les professionnels des médias et les organisations de la société civile en vue de parvenir à des élections sécurisées, apaisées et sans violence. Plus spécifiquement, il s'agit d'améliorer le rapport de travail entre les commandants de la force 2018 et les différentes parties prenantes intervenant dans le processus électoral. Il s'agit également de coproduire la sécurité du processus électoral entre les forces de sécurité, les professionnels des médias et les organisations de la société civile. Et enfin, de contribuer à la tenue des élections sécurisées, apaisées et sans violence. Au regard de l'importance des thématiques inscrites à l'ordre du jour de nos travaux, et de la qualité des experts qui sont chargés de les animer, je reste convaincu qu'à la fin de cet atelier, nos relations professionnelles vont s'améliorer davantage sur le terrain, dans l'intérêt et pour le bien de nos populations. Le ministre de la Sécurité a souhaité vivement que la collaboration entre forces de sécurité, organisations de la société civile et professionnels des médias soit empreinte de franchise, d'objectivité et de respect mutuel pour éviter toute forme de violence préjudiciable au développement du pays. Il a aussi souligné que son département entend jouer pleinement sa partition dans le respect et en complémentarité des autres acteurs pour un aboutissement heureux de l'échéance électorale qui se profile à l'horizon. Et toujours dans le contexte des prochaines échéances électorales, le ministère de l'administration territoriale vient de lancer une campagne de sensibilisation sur les garanties légales de transparence et de liberté de vote au cours des processus électoraux. Elle se déroulera, cette campagne, dans les 5 régions économiques du pays afin d'éclairer l'opinion publique nationale sur les fondamentaux devant garantir des scrutins crédibles et apaisés. Les précisions avec Arnaud Kili. Que faut-il savoir sur le processus électoral allant du recensement, du vote, du dépouillement, de la centralisation des résultats jusqu'aux voies de recours? Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales se propose de sensibiliser l'opinion publique sur ces fondamentaux qui garantissent la transparence des scrutins. Plus de 5000 personnes seront donc formées sur ces différentes thématiques afin qu'ils soient des relais auprès des populations à la base. Le législateur togolais a prévu toutes les dispositions pour garantir la transparence au cours des scrutins et pour garantir la liberté de vote. Ces dispositions sont contenues dans le code électoral ainsi que dans les autres documents relatifs aux élections. Malheureusement, il est courant de constater que beaucoup de personnes, même des personnes insoupçonnées, ne connaissent pas toutes ces dispositions qui sont prises par le code électoral pour assurer la transparence. Parce que
ces personnes n'ont pas eu peut-être accès à ces documents et n'ont pas eu l'occasion d'apprendre plus d'informations sur ces documents. Le but de ce séminaire, c'est de rappeler toutes ces dispositions qui existent pour que les gens puissent suivre l'exécution de ces dispositions pour contrôler eux-mêmes ce qui se produit au cours des élections. Et ils constateront que le respect de toutes ces dispositions est la garantie essentielle de transparence et de liberté de vote. La méconnaissance des règles du jeu électoral conduit des fois à des dérapages susceptibles de nuire au processus électoral. Le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales veut, à travers cette campagne de sensibilisation, mettre les populations au même niveau de compréhension afin de garantir des scrutins crédibles, apaisés et acceptables par tous. Une démarche soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Et à quelques semaines des législatives, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, rappelle aux journalistes les conditions et directives à suivre dans le respect de la déontologie. Cet après-midi, l'information a été portée aux responsables des médias publics du pays. Le compte-rendu de la rencontre avec Prudence Zizou. Quelques jours des élections législatives au Togo, l'instance de régulation des médias prend des mesures pour garantir aux candidats un accès équitable aux médias officiels. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, par arrêté du 20 novembre, fixe les conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale. Le contenu du texte est ici partagé avec les responsables de ces médias. Ils devront veiller au respect des directives en mobilisant des moyens nécessaires pour assurer une meilleure couverture des campagnes électorales des différents candidats. Une grande attention sera également accordée aux déclarations et à l'enregistrement des messages des candidats. Vous avez d'abord la couverture des manifestations des partis politiques engagés dans la campagne. Donc il s'agit de tout ce qu'ils font comme meeting. À ce niveau, la HAC a déterminé le nombre de meetings qui peut être couvert et diffusé sur les antennes de radio, de la télévision et publié par Togo Presse. Donc nous souhaitons donc que les organes se mettent à rang de bataille et qui préparent leur matériel, leurs équipes et qui soient prêts à intervenir. Ceux qui couvrent l'ensemble du territoire et ceux qui couvrent à peine le tiers ou les 2 tiers, le temps d'antenne est différent naturellement. Et là aussi, le nombre de passages, que ce soit à la radio ou à la télévision, est défini par la HAC. Le professionnalisme doit être de mise dans le traitement des informations durant la campagne, a rappelé la HAC. Elle recommande même des émissions débat autour des programmes des candidats en lice pour ces élections législatives. C'est des espaces qui donnent plus de possibilités, plus de marge aux partis politiques pour expliquer ce pourquoi ils sont engagés dans une campagne électorale. Donc il faudra nécessairement favoriser ce genre entre la HAC et les médias, notamment les radios et la télévision. Nous allons essayer d'organiser au besoin pour voir quel type d'émissions, de débats, d'explications peuvent être faites pour que les Togolais puissent comprendre ce que les partis ont comme programme à leur offrir. La campagne pour les élections législatives du 20 décembre court du 4 décembre à 0h au 18 décembre à 23h59. Mais en attendant l'ouverture, les professionnels des médias auront une rencontre avec les responsables de la HAC dans les prochains jours sur le rôle qui est le leur dans ce processus électoral. Et avant, les responsables de médias à la direction de la HAC étaient dans la matinée face aux candidats indépendants et représentants de partis politiques ayant fait acte de candidature pour ces législatives. Ils ont été informés des dispositions prises pour le passage de leurs différents messages sur les médias publics. Adolphe Paca. Honorable membre de la haute autorité. Tradition respectée avant la cérémonie du tirage au sort. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, conformément aux dispositions réglementaires, réunit ici les représentants dûment mandatés par les partis politiques et les candidats indépendants ayant fait acte de candidature
pour information et échange sur les dispositions prises en vue de veiller à leur respect dans la stricte rigueur pour la réussite du processus électoral. Bientôt débute la campagne électorale et qui dit campagne dit passage des interventions des candidats sur les médias officiels. Une étape importante dans le processus électoral qui se prépare en amont. Pris en Conseil des ministres le 8 novembre dernier, la campagne électorale s'ouvre le 4 décembre. Avant le 4 décembre, la haute autorité aurait déjà visionné, lu et écouté les différentes interventions. Et donc, les partis politiques, regroupements de partis politiques ou candidats indépendants ayant fait acte de candidature, seront classés par groupe. Le groupe A, pour ceux qui auront investi des candidats dans au moins les 2/3 des circonscriptions électorales. Et ils auront 10 minutes de temps d'intervention dans les médias audiovisuels et une page entière dans Togo Presse. Les partis politiques, regroupements de partis politiques ou candidats indépendants qui auront investi des candidats dans au moins le tiers des circonscriptions électorales sont classés dans le groupe B et ont 7 minutes. Une demi-page dans Togo Presse. Pour ceux qui auront investi des candidats dans moins du tiers, c'est le groupe C, ils ont 5 minutes, un quart de page dans Togo Presse, et les candidats indépendants qui auront investi des candidats au moins dans quelques circonscriptions sont classés dans le groupe D et ont droit à 3 minutes d'intervention dans les médias audiovisuels et à un 8e de page dans le quotidien national. Mais il y a également les meetings que les candidats ou les listes en compétition veulent voir couvrir par les médias officiels. Il y a 6 au total pour le groupe A, 4 pour le groupe B, 3 pour le groupe C et 2 pour le groupe D. Les médias officiels concernés par ces dispositions sont la télévision togolaise, Radio Lomé, Radio Kara, Togo Presse et l'agence togolaise de presse ATOP. Les acteurs politiques devront se conformer aux normes de diffusion et de parution de ces organes de presse dans la production de leurs messages. Pour les médias privés, l'accès est tarifé, mais aussi dans les normes. La HAC, pour sa part, s'active à assurer une participation équitable à tous les partis politiques sur ces médias. En attendant la publication par la Cour constitutionnelle des listes qui sont en compétition, la HAC a déjà commis un huissier de justice sous la supervision duquel la cérémonie de tirage au sort doit se dérouler. Toute la logistique nécessaire est déjà disponible. L'instance de régulation des médias, au regard de sa mission en période électorale et conformément à l'article 75 du Code électoral, jouera pleinement sa partition afin que tout candidat, liste de candidats dispose pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la loi. Le Code électoral, en son article 75, précise l'importance des médias dans le processus électoral et la responsabilité revient à la HAC, à l'article 10 du même Code, de veiller à la régulation de ce secteur. Et parlons toujours des prochaines législatives. La Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle que dans le cadre de ces rencontres périodiques avec les différentes parties prenantes au processus électoral en cours, elle informe les organisations professionnelles de presse qu'elle organise une conférence de presse à son siège à Lomé ce vendredi, demain donc 23 novembre 2018 à 10h. Les organisations professionnelles de presse qui doivent être représentées, chacune par une personne, sont priées de bien vouloir confirmer à l'avance leur participation au numéro 22 53 61 00, c'est-à-dire le secrétariat central de la CENI, et ce au plus tard à 7h, le jour de la conférence, c'est-à-dire demain vendredi à 7h.
Un forum de haut niveau est ouvert ce jeudi et ce pour 2 jours à Lomé sur le développement des zones de transformation agro-industrielle du Togo. Ceci à travers des partenariats publics-privés. Investisseurs, partenaires au développement nationaux et internationaux, institutions financières y prennent part pour échanger sur les opportunités d'affaires au Togo dans le cadre du développement de l'agro-industrie. L'objectif est d'impliquer le secteur privé dans la réalisation de l'axe 2 du PND, qui est le développement des pôles de transformation agricole et manufacturière. Des précisions avec Augustin Kossi. L'agriculture, un secteur à fort potentiel de croissance et de richesse au Togo. Elle occupe plus de 60% de la population active et contribue à environ 40% au PIB. Elle joue donc un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Sa modernisation constitue une étape importante vers la transformation agro-industrielle au Togo. Et lorsque le secteur privé s'y engage aux côtés du gouvernement, on parle de partenariat public et privé. Justement, le Forum sur le développement des zones de transformation agro-industrielle est là pour faire découvrir aux investisseurs les différentes opportunités du secteur. C'est beaucoup d'investissements qui ne peuvent se faire par les seules ressources de l'État. Raison pour laquelle le secteur privé a été appelé afin de pouvoir conjuguer ses efforts et ses ressources avec le secteur public pour pouvoir investir et développer le secteur agro-industriel. Sachant que le développement de ce secteur conduira à beaucoup de potentialités d'activité, à beaucoup de création d'emplois et à la fin à un meilleur bien-être de la population. Le forum va permettre d'un côté de comprendre quel est l'environnement institutionnel, mais le cadre juridique nécessaire pour un meilleur partenariat public-privé, mais également de mieux savoir dans quelle mesure le secteur privé peut être accompagné dans l'agro-industrie par les institutions financières et de développement. Ces pôles de croissance et de filières dites porteuses doivent être promus à travers le développement des agropoles et des parcs industriels pour la transformation agricole. À ce rendez-vous de haut niveau, partenaires au développement, institutions financières et investisseurs prennent part pour parler de ce qu'on appelle le business agricole. Ils identifieront les plans d'action et les opportunités devant concourir à l'essor de l'agro-industriel au Togo. Et l'expérience de Rwanda a été partagée. Les réformes majeures envisagées ou mises en œuvre par le Rwanda, les principales chaînes de valeur ont été libéralisées pour supprimer ou ouvrir la participation du secteur privé dans les investissements et la commercialisation et mettre fin au monopole public. Cela a permis une éclosion des opérateurs privés qui expriment un intérêt pour investir dans ce secteur. Le gouvernement a mis en place des agences de régulation extrêmement solides qui sont en mesure de mettre en place les règles du jeu et de les faire respecter. Être engagé dans un processus partenariat public et privé pour donner corps et matérialiser l'axe 2 essentiellement du programme national de développement qui a été mis en place en août 2018. Il s'agit à ce forum de haut niveau de saisir les opportunités qui vont nous être présentées, des opportunités qui vont amener justement le secteur privé à découvrir les atouts. Cette transformation agricole, c'est également tout ce qui est manufacturière et tout ce qui est donc développement d'industrie minière. Pour le gouvernement, ce forum à l'initiative du CADET avec l'appui de la Banque africaine de développement, le cadre est bien indiqué pour présenter aux investisseurs les opportunités, surtout les facilités mises en place pour mieux investir au Togo. Les mécanismes et les stratégies se mettent progressivement en place pour le développement des pôles de transformation agricole et manufacturière au Togo à l'horizon 2022. Depuis mardi, c'est le projet d'élaboration de la 4e communication nationale et du 2e rapport biennal actualisé du Togo sur les changements climatiques qui a été lancé. 2 documents qui, une fois élaborés, permettront à notre pays, le Togo, de disposer d'informations fiables sur les changements climatiques. Les précisions avec Nathalie Banegui.
Financé en grande partie par le Fonds pour l'environnement mondial FEM, le projet de préparation de la 4e communication nationale et du 2e rapport biennal actualisé du Togo sur les changements climatiques s'élève à 662 402 784 francs CFA. Il consiste entre autres à réaliser des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, à présenter les informations sur les circonstances nationales et les arrangements institutionnels. Enfin, il permettra d'identifier des mesures visant à atténuer les changements climatiques et leurs effets. La grande innovation, c'est que le 2e rapport biennal et la 4e communication vont nous permettre d'actualiser nos informations sur les données géographiques, les données socio-économiques et toute autre activité pouvant permettre d'émettre les émissions de gaz à effet de serre ou bien pouvoir permettre de séquestrer ou bien d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Par rapport à l'année 2013, pris comme l'année de référence, nous avons constaté que les émissions au niveau du pays sont à 19 623 gigagrammes de CO2 équivalent. Et par rapport à la 3e communication, il y a des efforts qui sont faits où les émissions ont été plus supérieures que 19 000. Et donc, on souhaiterait que dans le cadre du 2e rapport biennal et la 4e communication, que les émissions du Togo soient beaucoup plus inférieures à ces 19 pour qu'on sache que le Togo est en train de faire des efforts. Les 2 documents attendus seront élaborés par le PNUD et permettront non seulement au Togo de disposer des informations pertinentes et fiables sur le sujet, mais aussi donneront des pistes favorables au développement durable et à la lutte contre la pauvreté, en cohérence avec le PND. La préparation des 2 documents techniques attendus du projet devra nécessairement et méthodiquement capitaliser les acquis des communications nationales, les rapports biennaux actualisés, passés et d'autres initiatives pertinentes telles que le projet de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED+, le projet d'appui à la lutte contre les changements climatiques ou ALCC, le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGCT, le projet de renforcement des capacités pour la transparence dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et le projet d'électrification rurale par kit solaire individuel dénommé CISO. Dans le processus d'élaboration de ces documents, certains aspects restent encore à améliorer selon André Johnson. Il s'agit notamment des capacités d'établissement de systèmes opérationnels et durables, des rapports réguliers sur les communications nationales et des rapports biennaux actualisés, de l'établissement d'un cadre pour la mesure, la notification et la vérification en matière de transparence dans l'action. Du 26 novembre au 1er décembre prochain, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, organisera une semaine de l'inclusion financière. Et ce sera donc dans les 8 États membres de l'UEMOA. Il s'agit pour l'institution de faire partager les stratégies élaborées au niveau régional pour faciliter l'accès aux services de l'inclusion financière aux populations, également sensibiliser davantage sur les atouts de l'inclusion financière dans le développement d'un pays. Les précisions dans ce sujet signé Luc Assis. L'inclusion financière est un facteur d'accroissement de la croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Au Togo, divers mécanismes sont mis en place par le gouvernement ces 10 dernières années pour permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès aux services financiers. Il s'agit du Fonds national de la finance inclusive FNFI et ses différents produits, le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA et l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, entre autres. Pour consolider ces actions au Togo et permettre aux autres pays de l'espace UEMOA d'émerger dans le domaine, la BCEAO organise du 26 novembre au 1er décembre prochain la semaine de l'inclusion financière. C'est une manifestation qui va se dérouler dans l'ensemble des 8 États membres de l'UEMOA. Le premier objectif, c'est renforcer la sensibilisation des acteurs du secteur financier sur les possibilités que l'inclusion financière offre aux populations de l'UEMOA. Deuxième objectif, c'est également échanger avec les acteurs du secteur financier sur les préoccupations
de l'inclusion financière spécifique à chaque pays. Au niveau du Togo, nous avons prévu des sessions de formation à l'endroit des acteurs du secteur financier. Nous avons prévu également la sensibilisation de ces acteurs-là sur l'importance de l'inclusion financière dans le développement économique et social de nos pays. Et aussi, nous avons prévu des échanges, des débats autour d'un certain nombre de sujets qui concernent l'inclusion financière, que ce soit avec des jeunes, des élèves, des étudiants, et la grande manifestation pour ce qui concerne ces échanges-là aura lieu à l'université de Lomé. Du 26 au 27 novembre 2018, la cérémonie d'ouverture de la dite semaine aura lieu au siège de l'institution à Dakar. Elle sera ponctuée d'une conférence inaugurale et d'un forum de haut niveau sur l'innovation technologique au service de l'inclusion financière. Ces rencontres seront animées par d'éminentes personnalités. La BCEAO veut promouvoir l'accès aux services financiers à tous à travers cet événement afin de contribuer à la réduction de la pauvreté. Dans les pays où l'inclusion financière est forte, autrement dit dans les pays où une grande partie de la population a accès aux produits et services financiers à un coût abordable, on a constaté que le taux de croissance économique est beaucoup plus élevé, que le taux de chômage est beaucoup plus faible, que le niveau de vie est très élevé dans ces pays-là. Et c'est fort de ce constat que la Banque centrale, les États et les différents acteurs du secteur financier mettent en œuvre toute une panoplie d'actions pour renforcer l'inclusion financière et faire en sorte que les produits et services financiers soient accessibles à un coût abordable. Et au niveau de la Banque centrale, nous avons élaboré une stratégie régionale qui est mise en œuvre dans les 8 États membres de l'UEMOA. Atteindre 75% des populations de l'espace UEMOA en dessert de services financiers pour les 5 prochaines années, c'est l'objectif que s'est fixé la BCEAO à travers sa stratégie régionale sur l'inclusion financière. Les jeunes sont invités à ces activités, surtout à la foire qui se tiendra le 1er décembre prochain sur le terrain du lycée d'Agoué. Ceci afin de mieux s'informer sur la question et d'échanger avec les acteurs du domaine en vue de s'imprégner de la gamme diversifiée de produits et services financiers disponibles au plan national. La 15e foire internationale de Lomé s'ouvre officiellement demain vendredi 23 novembre et referme ses portes le 10 décembre prochain. Pour annoncer l'événement, une caravane animée par le staff et les exposants a sillonné les grandes artères de la capitale ce jeudi. Et sur le site de Togo 2000, l'heure est au dernier réglage. Clarisse Atikler. Sur le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé, c'était Togo 2000. Et c'est ici que pendant plus de 2 semaines va se tenir la 15e foire internationale de Lomé, le plus grand rendez-vous annuel d'opportunités et d'affaires au Togo. Et comme vous pouvez le constater, les préparatifs vont bon train. À quelques heures de l'ouverture de l'acte 15 de la foire internationale de Lomé, les stands sont en plein aménagement. Exposants togolais comme étrangers s'affairent pour être au rendez-vous du 23 novembre, date à laquelle sera donné le coup d'envoi officiel du démarrage des activités de la foire de Lomé édition 2018. On est en train de s'installer déjà. On a les parfums, on a pas mal de choses. On a voyagé partout en Afrique de l'Ouest. Je vois qu'il y a une bonne organisation ici. Aujourd'hui, on vient pour aménager les stands pour les préparatifs, pour bien commencer. Et par la grâce de Dieu, on sait que ça va donner du lourd cette année. On se prépare très bien et pour cette année, nous allons faire une grande promotion sur nos produits pour les rendre accessibles à tout le monde. Au niveau du centre togolais des expositions et foires CTF Lomé, tout est fait prêt pour accueillir les milliers d'exposants et de visiteurs avec à la clé de nombreuses innovations cette année. Des innovations cette année, c'est surtout dans le domaine de l'information. Et nous avons mis une radio digitale en ligne qui va permettre à tout un chacun, même dans vos maisons, dans vos bureaux, où vous êtes, et de vivre la foire en direct. Nous avons encore des rencontres d'affaires que nous appelons les B2B. Et bien donc, nous les avons ouvertes cette année
à ceux qui ne participent pas à la foire. Cette année, le thème porte sur la chaîne de valeur, un vecteur de progrès économique. C'est un concept tout à fait nouveau qui va permettre, lorsque nous allons parler des entreprises, et de s'interroger sur les différents maillons qui constituent la production, la transformation. J'invite surtout les exposants à respecter le contrat que nous avons signé, c'est de tout faire pour que les stands soient prêts. 17 jours de fête foraine et de bonnes affaires, les exposants y croient fermement tout en promettant des surprises aux visiteurs. Déjà ce jeudi, une grande caravane a sillonné les artères de la capitale pour annoncer les couleurs de ce grand rendez-vous commercial annuel et de toutes les opportunités d'affaires. Nous sommes jeudi. Claude, nous nous retrouvons donc pour la Paille des Sports. Claude Amar, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Claude, au menu ce soir, du football. Et nous démarrons par la dernière rencontre de la 8e journée du championnat national de football de première division disputée cet après-midi au stade de la JCA d'Agoué entre l'AS OTR et Sarasport de Bafilo. Oui, Anita, à la fin des 90 minutes réglementaires, c'est l'AS OTR qui s'est imposé sur le score étriqué d'1-0, infligeant du coup sa première défaite de la saison à Sarasport de Bafilo. Les images. Devant l'équipe B des Lions de l'Atlas du Maroc en blanc, la sélection olympique togolaise, tout de jeune vertu, n'a pas fait le poids. Dès la 3e minute, les Togolais prennent un but, œuvre de Zerzuni Naoufo, qui ouvre ainsi le score pour le Maroc. Ce but matinal révèle les espoirs togolais qui se relancent à l'offensive mais ne réussissent guère à inquiéter la défense adverse assez solide. Pendant ce temps, les jeunes sujets de Sa Majesté le roi Mohamed VI ne voulaient rien lâcher. Le score d'1-0 en faveur du Maroc reste-t-elle à la pause. Revenus sur la pelouse, les Marocains carburent et corsent l'addition à la 52e minute grâce à Makran Abderrahim. Les espoirs du Togo sont obligés de courir derrière la réduction du score, mais en vain. Même avec cette occasion nette, les Togolais ne réduisent pas le score. L'équipe B de la sélection nationale du Maroc l'emporte alors 2-0, même si son encadreur, Selami Jamal, aurait voulu une meilleure prestation de ses poulets. J'ai vu une équipe entreprenante. Ils ont montré un bon état d'esprit, un bon engagement. C'est vrai qu'ils ont commis des erreurs en défense. Et c'est ce qui nous a permis de marquer des buts. Je ne suis pas satisfait parce que l'objectif de cette rencontre, c'est de donner une opportunité à certains joueurs pour qu'ils montrent leur qualité. Il y a des joueurs qui ont donné satisfaction, il y a d'autres qui n'ont pas donné satisfaction. Là, après notre retour, on a d'autres choses à faire, Inch'Allah. Pour bien grandir, il faut toujours se mesurer aux autres et surtout à plus fort que soi. Je suis quand même satisfait des joueurs parce que ils ont quand même tenu, parce qu'on sait que le rythme pour eux, ça va être compliqué. Je pense que c'est bien de jouer ce genre de match pour pouvoir progresser. Je sais qu'on doit beaucoup travailler parce que c'est pas facile et on l'a vu aujourd'hui que le Togo a besoin de travailler. En continuant à se préparer, les espoirs togolais affûtent leurs armes en vue de la double confrontation contre leurs homologues du Ghana le 18 décembre à Accra et le 22 du même mois à Lomé. Et Claude, une petite erreur est survenue. On vient plutôt de suivre la rencontre amicale entre les éperviers Espoir et la sélection marocaine. Local du Maroc, ouais. Et peut-être que nous revenons maintenant sur la rencontre, la 8e journée du championnat national de football de première division disputée donc cet après-midi au stade d'Agoué entre l'AS OTR et Sarasport de Bafilo. Ouais, tu l'as si bien dit Anita, et c'est l'AS OTR qui s'est donc imposé par 1-0. Les images. Quelques minutes avant 15h, l'arbitre central Djobo Suleiman donne le coup d'envoi de la rencontre. Très vite, l'AS OTR rentre dans le jeu avec l'ouverture du score à la 11e minute par Didal Rahman. La réaction de Sarah FC ne tardera pas à venir, mais malheureusement, les attaquants n'arrivent pas à trouver le cadre. À la 36e minute, le corner obtenu par Sarah FC passe à côté. À l'approche de la mi-temps, le jeu s'équilibre et les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score d'1-0 en faveur de l'AS OTR. À la reprise, c'est Sarah FC qui change la partie.
49e et 58e minute, Sarah FC tente de revenir au score en vain. À 5 minutes de la fin, Okwara Chika rate son face-à-face avec le goal des douaniers Egba Moubarak. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Le coach Moutudia Maurice remporte ainsi son baptême de feu avec cette première victoire sur le score étriqué de 8-0 sur le banc de l'SOTR. Oui, Anita, nous n'allons pas prendre congé des amis télésportifs sans leur rappeler la retraite internationale de l'attaquant ivoirien Didier Drogba. Hier à Phoenix aux États-Unis où il évolue, l'ancien capitaine des éléphants a donc annoncé la nouvelle. À 40 ans, Drogba décroche ainsi les crampons. Bon vent à lui. Samedi, Jean Edegui sera au rendez-vous du magazine Sport et Détente. Merci beaucoup Claude de nous avoir justement rappelé cette information sportive et on se retrouve jeudi prochain pour d'autres informations. Merci Claude, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Retenez qu'à 21h, vous retrouvez votre émission Jeudi Femmes. Ce soir, Lys Diamier et ses invités ont pour thème les centres d'écoute nous écoutent. Nous allons suivre donc à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Voilà donc Lys Diamier en plein préparatif. Merci.